Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Nous allons faire le point sur les situations ce soir de l'euthanasie en Belgique et en France. Nous faisons un état des lieux, mais aussi nous allons étudier les perspectives à venir. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Et pour ce faire, je suis ravie d'accueillir mes deux invités. Bonsoir Jacqueline Hermance. Bonsoir Catherine. Vous êtes avocate, présidente de l'Association du droit pour mourir dans la dignité en Belgique, ADMD, qui existe depuis 1982. Et vous nous avez emmené avec vous. Nous avons le plaisir d'accueillir votre homologue français. On peut le dire comme ça, Jonathan Denis. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Catherine. Vous êtes président donc de l'ADMD France, qui est né en 1980. Petit cocorico pour vous, 2 années avant la création de la même ADMD belge. Néanmoins, on le verra, les avancées en Belgique, on a été un petit peu plus rapide que vous. Donc, on va croiser ce soir les approches entre la Belgique et la France pour comprendre comment cette dernière, la France, tente d'arriver à une formulation législative adéquate pour une immense majorité des Français. Peut-être d'abord contextualiser, Jonathan Denis, la situation en France. Quel est tout le chemin législatif que la France a fait depuis une première loi en 1999, jusqu'à aujourd'hui, une loi actuelle de 2016, dite la loi Claes-Leonetti, je le dis bien. Où en êtes-vous en France et de quoi peut-on être satisfait et vers quoi faut-il encore aller? On a 3 lois en France. Vous l'avez dit, 99, c'est l'accès universel aux soins palliatifs. Pour autant, c'est qu'une loi, puisqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore en France d'accès universel aux soins palliatifs. Vous avez ensuite la loi Leonetti, la loi de 2002, qui était une première loi en réaction à une affaire médiatique qui avait lieu en France à l'époque, qui était l'affaire Vincent Imbert, qui était un jeune tétraplégique, qui avait écrit à Jacques Chirac à l'époque pour lui demander le droit de mourir. Et Jacques Chirac, qui avait répondu qu'il n'avait pas ce droit-là. Donc ça a donné lieu à une discussion parlementaire. Et puis ensuite, 2016, vous l'avez dit, la loi Claes-Leonetti, qui a marqué une avancée sur les directives anticipées que nous avons en France depuis la loi de 2005. Il fallait les refaire avant tous les 3 ans. Maintenant, elles sont valables indéfiniment. Elles sont contraignantes. Pour autant, le médecin peut les rediscuter. Donc, c'est une avancée, mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur les directives anticipées. Et puis, nous avons en France la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. C'est-à-dire, si vous êtes atteint d'une maladie grave, incurable, vous avez des souffrances réfractaires et que vous êtes dans les derniers instants de votre vie. Donc, la Haute Autorité de Santé en France a dit c'est quelques heures, quelques jours pour le pronostic vital. Vous pouvez demander, ou on peut vous proposer une sédation, c'est-à-dire qu'on va altérer votre conscience et puis on va attendre, on va arrêter tous les traitements, l'hydratation artificielle, l'alimentation artificielle, et puis la médecine se retire. Donc face à tout cela, effectivement, l'ADMD demande qu'il y ait une autre possibilité, qui soit la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Alors, pour rappeler à nos auditeurs, Jacqueline Hermance, où en sommes-nous, nous, aujourd'hui en Belgique? L'ADMD avait 2 années de retard sur l'ADMD française, et pourtant, nos lois à nous datent de quand? 2002. 2002, une année faste en ce qui concerne le droit médical. 2002, vote de la loi relative aux droits du patient et de 2 lois qui ont été en fait d'initiative parlementaire. L'une qui consacre l'accès universel aux soins palliatifs et l'autre qui concerne donc la dépénalisation de l'euthanasie. Un chemin qui a été non pas laborieux, certainement pas, mais en tout cas fort réfléchi. D'autant plus qu'en 2002, nous avons pu voter une loi qui représentait non pas une première, nous avions déjà les Pays-Bas, mais qui représentait quand même une innovation en ce qui concerne la fin de vie en Europe, très certainement, et aussi par rapport aux autres États du monde. Je pense à l'État d'Oregon qui avait dépénalisé l'assistance au suicide, mais dans des conditions extrêmement restrictives. 20 ans se sont écoulés. Nous avons pu constater que ces 3 lois ont apporté, en ce qui concerne la fin de vie, des solutions d'apaisement, des possibilités d'avoir bien plus que des morts solitaires, des morts solidaires, un accompagnement au mourir. Je vais évidemment un tout petit peu plus parler de la loi relative à l'euthanasie. Il s'agit bien d'une dépénalisation et non pas d'une légalisation. Nous n'en sommes pas encore là. C'est encore un but à atteindre. Mais entre-temps, nous pouvons constater que cette loi a permis à plus de 30 000 patients à bénéficier de cet accompagnement
Je dis bien accompagnement parce que le rôle du médecin est important par rapport à l'euthanasie. Il est là, il est présent. Il permet aux patients qui en a fait le choix et qui se trouvent dans les conditions, je rappelle rapidement les conditions, affections graves et incurables, causant des souffrances inapaisables de la part d'un patient qui a exprimé une demande volontaire, réitérée, réfléchie, sans pression extérieure. Eh bien, lorsque le médecin et le patient arrivent à la conclusion qu'il s'agit de la seule option raisonnable, après avoir examiné les autres possibilités, et qu'une date est choisie, l'on peut constater un apaisement chez le patient. Sa vie change et il va profiter pleinement des derniers instants et c'est lui qui choisira la date de son départ. Jacqueline Hermans vient de le dire, présence médicale dans ces moments-là, c'est un peu ce qu'en France vous réclamez, qui n'existe pas pour le moment. Nous, on prend exemple sur la loi belge. Je vous l'avais dit, l'ADMD France a été créée avant l'ADMD belge, mais la Belgique, comme sur beaucoup d'autres sujets, nous a devancés et on en est encore en France à critiquer l'horrible loi belge et toutes ses dérives, évidemment, puisque c'est ce qu'on entend dans le débat en France, un débat qui n'est pas très serein et apaisé sur ce sujet. Et quand on parle des médecins, il faut savoir qu'en France, on a une vraie opposition de la Société française d'accompagnement et des soins palliatifs qui se montre totalement opposée à une évolution de la loi, qui raconte d'ailleurs beaucoup de choses sur la Belgique, dont dernièrement sur le rapport belge de 2022. Et donc ce débat a toujours été soins palliatifs contre aide active à mourir. Et à l'ADMD, nous disons que c'est complémentaire, qu'il faut évidemment permettre cet accès universel aux soins palliatifs, que ce n'est pas qu'une question de budget, comme on l'a toujours fait en France avec 5 plans nationaux qui n'ont pas mené à grand-chose, mais qu'il faut une infusion de la culture palliative, mais que tout le monde n'ira pas en soins palliatifs, tout le monde ne voudra pas aller en soins palliatifs, et il y a des cas pour qui les soins palliatifs ne peuvent de toute façon rien. Mais on part de ce débat-là en France où on nous oppose soignants et soignés, alors qu'on le voit bien dans tous les pays qui ont avancé, il y a un véritable lien de confiance, il y a une co-construction qui se fait avec le corps médical, et je suis persuadé que nous arriverons, j'espère rapidement, à le faire en France. Un corps médical qui est formé à la chose, évidemment, contrairement à des familles qui, elles, se retrouvent, j'imagine, bien démunies quand il faut pas se poser ces actes-là ou accompagner son proche. Oui, et puis ils viennent en Belgique. Jacqueline le disait, il y a des patients qui ont été accompagnés, mais combien de Français ont été accompagnés? Voilà, là, c'est toute l'hypocrisie française. Vous avez des zones d'organisation d'accès aux soins transfrontaliers qui permettent à des Français de venir se faire soigner en Belgique, des soins remboursés par la sécurité sociale française. Vous avez l'hypocrisie où on permet à des Français de partir en Suisse pour bénéficier d'un suicide assisté s'ils peuvent y aller physiquement, puisqu'ils ont les moyens financiers de le faire. Et puis vous avez les euthanasies clandestines en France. Donc voilà, quand nos opposants crient sur tous les toits les euthanasies clandestines qui auraient lieu en Belgique alors qu'elles n'ont pas lieu, ils devraient déjà regarder que chez nous, nous avons 100% d'euthanasie clandestine et que c'est des médecins qui risquent beaucoup à le faire. Moi, je le sais, c'est comme ça qu'a été accompagné mon père il y a plus de 20 ans. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce combat, parce que je considère qu'il ne faut pas avoir ou l'argent ou les bonnes connaissances ou pouvoir aller à l'étranger pour pouvoir partir dans la définition de sa dignité. Qu'est-ce qui, selon vous, éthiquement, crée cette hypocrisie? Qu'est-ce qui freine en France, éthiquement, moralement, cette loi-là? Pour moi, vous avez 3 choses. Une immense hypocrisie politique, un manque de courage politique. On parlait tout à l'heure de la loi de 2016, Claes-Sonetti. Cette loi, c'était au départ une promesse de François Hollande, candidat à la présidence de la République, puis président de la République, qui était de permettre la dépénalisation, la légalisation de l'aide active à mourir. Ça a donné lieu, comme François Hollande l'aimait beaucoup, à un consensus au sein de l'Assemblée nationale. Moi, je me méfie des lois qui font consensus, puisque finalement, elles ne satisfont pas grand monde au final. Elles ne servent finalement à rien. Exactement. Le manque de courage politique, c'est en France en 2021, on l'oublie souvent, mais il y a un article premier légalisant l'aide active à mourir qui a été voté par une majorité de députés. Mais c'était dans le cadre d'une niche parlementaire. Emmanuel Macron à l'époque et Jean Castex, qui était Premier ministre, n'ont pas souhaité remettre ce débat sur la table. Peut-être par calcul politique, je ne sais pas, mais pour une prochaine élection. Mais ça prouve bien ce manque de courage. Ensuite, le poids de la religion est énorme en France. On est la fille aînée de l'Église et le poids de la religion est très présent dans le domaine de certaines associations médicales, dans le domaine de certains représentants politiques également. Et ça a toujours joué un grand rôle où on nous parle de cette vie sacrée, de ce continuum naturel qui devrait se passer, de ce jugement perpétuel également sur les personnes qui partent à l'étranger parce qu'on ne sait pas les accompagner comme il faut en France. Et puis le troisième point, je crois qu'on aime beaucoup écouter
légitimité des représentants en France, notamment des représentants médicaux, et que ces représentants médicaux ont fait beaucoup de mal au débat, continuent à faire beaucoup de mal au débat, parce qu'ils n'en sortiront pas, je pense, comme des grands vainqueurs dans une relation soignant-soigné. Et quand vous additionnez ces trois choses, eh bien, ça fait que pendant 20 ans, on n'avance pas en France. Voilà, on rame. Néanmoins, parlez-nous de ce projet de loi d'Olivier Falorni, dont seulement l'article 1er a été adopté à l'Assemblée nationale en avril 2021, donc c'est tout récent. Quels sont alors là les espoirs ou les avancées peut-être ? C'était l'enquête d'une niche parlementaire, c'est pour ça qu'on n'a pas pu aller au bout. Il y avait 24 heures pour voter ça. Vous pensez bien qu'en France, certains députés ont su faire passer d'autres textes avant, puis déposer plus de 3000 amendements. On ne pensait pas que l'article 1er allait être voté, mais il a été voté, et 300 députés derrière, même certains qui n'avaient pas voté ce texte, ont dit au Premier ministre de l'époque, il faut remettre ce texte sur la table. Ça n'a pas eu lieu. Maintenant, entre-temps, on a une élection présidentielle. Emmanuel Macron a été réélu et avait pris un engagement, c'était d'avancer sur ce sujet en réunissant une convention citoyenne. Donc depuis quelques mois, nous avons plus de 180 citoyens qui réfléchissent à la question, qui m'ont auditionné, qui ont auditionné des soignants, qui ont auditionné des représentants des cultes, qui ont auditionné aussi des représentants de la laïcité. Vous avez une commission d'évaluation sur la loi actuelle, Claes-Leonetti, qui a lieu. Vous avez également un rapport de la Cour des comptes sur les soins palliatifs. Vous avez une écoute qui est faite des soignants. Vous avez même une commission qui travaille sur les mots. MOTS, dans le débat. Donc, on parle vraiment de la fin de vie en France depuis quelques mois de façon directe. Et tout cela doit permettre, je l'espère, une nouvelle loi. Emmanuel Macron a dit fin mars, je me prononcerai, mais je ne prendrai pas tout ce que dit la Convention citoyenne. Il y a déjà eu un premier vote. Plus de 70% en faveur de l'aide active à mourir, qui inclut notamment les majeurs et mineurs. C'est ce qu'avait proposé cette Convention citoyenne. On verra bien ce que fera le président de la République à ce moment-là. Qui est le seul décideur in fine, j'imagine. Ce sont les parlementaires qui sont les seuls décideurs. Donc, est-ce que ce sera un projet de loi qui passera par le gouvernement ? Je ne le crois pas. Peut-être une proposition auprès d'un groupe majoritaire à l'Assemblée pour qu'il y ait un débat un peu plus long et transpartisan, parce que c'est vraiment un débat transpartisan. Mais j'espère que d'ici la fin de 2023, la France aura su se doter d'une loi qui accompagne tous les Français et qu'on n'ait plus à envoyer en Belgique des Français parce qu'on ne sait pas les accompagner chez nous. Jacqueline Hermans, c'est un peu ce que vous dites aussi en Belgique. On reçoit énormément de Français pour les accompagner. Et est-ce que vous êtes optimiste sur cette loi et pourquoi aidez-vous finalement la DMD française ? Est-ce que c'est important de combattre ensemble ? C'est très important. Je dirais également par rapport à l'argumentation, très certainement, et par rapport aussi à tout ce qui se dit en France au sujet, par exemple, des prétendues dérives en Belgique. Il est important que l'on apporte notre voix dans le débat. Bien sûr. Pour donner les éléments réels et non pas fantasmés tels qu'ils sont produits en France. Donc c'est très important et nous on souhaite évidemment qu'il y ait une loi qui soit la plus ouverte possible, pas une loi restrictive du style que l'État d'Oregon connaît. Certes, c'était un progrès immense en Oregon à l'époque où cette loi a été votée par référendum, mais si jamais la France se décide à réduire la possibilité à un suicide assisté, mais dans le sens où c'est le médecin dans un contexte très limité, c'est-à-dire avec une espérance de vie très limitée, le médecin qui fait la prescription, et puis après, comme Ponce Pilate, il se frotte les mains, et on n'entend plus parler du médecin, laissant la personne seule, peut-être pas ou plus capable d'avaler le sirop de barbiturique. Oui, alors Donc, je crains quand même que ce soit la montagne qui va accoucher d'une souris. Car à ce moment-là, on aura encore de multiples demandes qui viennent de France et on ne peut pas y faire... Je dirais qu'on ne peut pas répondre à toutes ces demandes. Ce n'est pas possible. Voyons la taille de la Belgique, voyons la taille de la France. On doit, hélas, très souvent décevoir les patients français qui souhaiteraient cette sortie en Belgique. Petite parenthèse pour que nos auditeurs comprennent bien, ceux qui ne seraient pas avertis de tout cela. Quelle différence est entre suicide assisté, comme on le connaît en Suisse, et l'euthanasie chez nous ? Tout d'abord, en Belgique, il est également possible d'obtenir le suicide assisté. La loi n'a pas précisé la méthode. Cela étant, le médecin doit être présent du début jusqu'à la fin. Et donc, il s'agit du choix de la méthode, soit par intraveineuse, soit par sirop, par voie orale, donc avec un sirop de barbiturique,
que le médecin, tout d'abord, aura obtenu auprès du pharmacien et qu'il amènera au patient. Donc, la possibilité existe en ce qui concerne la méthode. Mais la différence, par exemple, lorsqu'on parle du suicide assisté en Suisse, bien sûr, il y aura la possibilité pour le patient éventuellement de tourner le robinet de la perfusion, mais le médecin ne peut pas poser l'acte. Il faut vraiment qu'il y ait l'acte posé par le patient lui-même. Ça, c'est la différence. Mais donc, ce qui veut dire que quand on voit en Belgique que les deux méthodes existent et que le choix se porte de façon bien plus importante vers l'intraveineuse, la perfusion ou l'injection, on peut se poser des questions concernant le choix qui serait fait demain en France par rapport au suicide assisté, mais sans qu'il y ait l'obligation pour le médecin d'être présent du début jusqu'à la fin. Parce que ça veut dire que pour la personne, vous dites, qui doit physiquement pouvoir retourner le robinet ou boire la barbiturique, si cette personne est paraplégique, c'est impossible. Il faut concevoir des systèmes, je dirais, où il y a moyen d'actionner, par exemple, par les yeux, que sais-je, mais donc il faut toujours que ce soit la personne elle-même. Donc effectivement, ça restreint les possibilités de façon drastique. Et alors, ce qui est dit en France pour prôner la méthode du suicide assisté style Oregon, c'est de dire que cela permettra aux soignants de ne pas s'impliquer par rapport donc à l'acte final. Un soignant est là pour soigner et non pas, je vais caricaturer, pour tuer. Mais c'est évidemment un raisonnement qui ne tient pas la route, parce que le médecin qui trace la prescription pour le sirop de barbiturique, on sait très bien que la mort va être là dès que le patient va prendre le sirop. Je ne parle même pas du danger que l'on peut connaître d'avoir ce sirop de barbiturique éventuellement à la maison et qu'il soit utilisé à d'autres fins que pour permettre à une personne de partir dignement. Jonathan Denis, le corps médical en France est prêt à faire ce pas-là. Beaucoup le réclament aussi, à être présent. Il est prêt, mais Jacqueline soulève un point très important, c'est la crainte justement que nous avons dans le débat en France, où il y a cette petite musique qui fait que vous aviez des représentants de soignants qui sont absolument opposés et qui ne veulent pas justement que le soignant soit présent dans l'acte et pour qui le modèle façon Oregon irait très bien. Moi, c'est pas du tout un modèle que je souhaite en France, ça s'inscrit pas du tout dans la définition de la fraternité que je pose dans mon pays. Maintenant, sur les médecins, sur les infirmiers, sur l'ensemble des soignants, on le sait, il y a une majorité en France qui est prête à accepter cette loi. Ça ne veut pas dire qu'ils le pratiqueront demain. C'est comme qu'on dit 9 Français sur 10 en France sont favorables à la loi. C'est pas 9 Français sur 10 demain qui vont demander une aide active à mourir. Mais il y a bien cette liberté de choix qui doit s'inscrire. Juste un point sur la grande hypocrisie française, puisqu'on est quand même un peu les rois sur cette loi-là. Dans la loi Claeys-Tonetti de 2016, quand vous avez des soignants aujourd'hui qui prennent les mêmes mots que Jacqueline a pris pour justement montrer bien la caricature qui existait en France, je suis un soignant, je soigne, mais je ne tue pas. La loi de 2016 Claeys-Tonetti, quand on nous explique que la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, vous partez de votre maladie, de votre belle mort, disent certains. Dans l'article 4 de cette loi, il est inscrit que le médecin doit entreprendre tous les traitements et sédatifs dans le cadre de la sédation, y compris si ça doit abréger la vie du patient. Donc quand on crée une sédation profonde et maintenue jusqu'au décès, y compris si ça doit abréger la vie du patient, ça veut quand même dire les choses. Ça veut dire donc quand des soignants me disent mais l'intention, c'est pas de faire mourir le patient, c'est simplement de l'endormir, il y a un moment donné, il faut stopper cette hypocrisie-là. On sait bien comment ça se passe. Hélas, il n'y a certainement pas beaucoup de sédations qui se font en France parce qu'on a aussi des oppositions par rapport à ça. Mais il ne faut pas oublier que dans cette loi, même si certains n'aiment pas qu'on le rappelle, il y a un article qui parle bien, même si ça doit abréger la vie. Et c'était déjà dans la loi de 2002, où on parlait des effets, dans la loi de 2005, pardon, où on parlait des effets secondaires, y compris si l'effet secondaire était d'abréger la vie. Donc ça, c'est l'hypocrisie chez nous. C'est la règle du double effet. C'est-à-dire que, non, on veut surtout pas causer la mort, mais on lutte contre la douleur, par exemple, et c'est même... On prolonge la souffrance aussi, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que... possibilité, oui, de prolonger cette souffrance. Absolument, et en tout cas, l'agonie aussi. On est d'accord. Un gros mot, mais autant le dire, c'est que certains sont d'accord. D'ailleurs, par rapport à la sédation profonde et continue, ce que l'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas une acceptation de la mort qui va arriver.
Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on dose les médicaments, on donne un tout petit peu plus de sédatifs, mais pas trop, parce qu'on pourrait considérer qu'à ce moment-là, c'est une euthanasie. Donc, on est vraiment dans la toute belle hypocrisie. Voilà, c'est quasi philosophique. Hein, oui, c'est ce que notre Conseil d'État appelle les mourants qui n'en finissent plus de mourir. Oui, le but de cette sédation, c'était de pouvoir partir en quelques instants, sauf que vous avez des sédations qui vont durer plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Ça va se finir en insuffisance rénale sévère et c'est de cette façon-là dont on va mourir. C'est l'hypocrisie. Ce qui est étonnant aussi, hein, et ce qu'on n'entend pas, c'est effectivement le choix de mourir. J'ai l'impression qu'en France, le choix de la personne est très peu écouté et en tout cas pas du tout mis en avant. Ah ben non, on vous explique que de toute façon, quand vous êtes une personne malade ou que vous êtes une personne âgée, ce que vous dites, vous ne savez plus très bien ce que vous racontez. Voilà, c'est tout ce paternalisme. Donc, effectivement, le choix de la personne, on ne l'entend pas. Pourtant, moi, je me bats. Plus qu'une question de dignité, pour moi, c'est une question de liberté, de libre choix. Une loi qui ne s'imposera à personne. Chacun pourra choisir en son âme, si je peux me permettre, en son âme et conscience. Et ça se passera de la même façon que ça se passe ailleurs, sauf que voilà, certains de nos opposants aiment bien raconter tous les délires qui peuvent se passer ailleurs, et vraiment, ils devraient déjà regarder ce qui se fait chez nous. Tant qu'il n'y aura pas ce libre choix, vous pensez que les patients iront, si en tout cas la loi n'est pas claire sur ce sujet, passeront les frontières pour mourir ailleurs. Évidemment, mais vous savez, quand on vous dit dans des unités de soins palliatifs, le patient me l'a demandé une fois et puis finalement on a tout mis en place et il ne la redemande plus. Bon, bah déjà, quand ça n'existe pas chez soi, on ne va pas redemander 15 fois une loi qui de toute façon ne nous permettra pas d'accéder à notre demande. Mais il y a bien des cas réfractaires, il y a des études qui le montrent, hein, vous avez des cas réfractaires en soins palliatifs, on sait bien que ça concernera 2 à 3% des décès qui pourront avoir lieu en France, mais ce libre choix, cet accompagnement, cette réception de la parole donnée et écoutée n'a pas lieu. En moyenne, c'est 30 secondes. Un médecin généraliste en France, au bout de 30 secondes, il va vous couper la parole. Ça se passe de cette façon-là chez nous, c'est-à-dire que votre parole est toujours un peu réduite parce que vous ne savez plus très bien ce que vous allez dire, ou quand c'est votre choix, en réalité, c'est une pression extérieure. Voilà, c'est tout le discours qu'on a chez nous. Jacqueline Hermance, qu'est-ce qu'en Belgique, de votre avis, il faut encore faire ? Le problème que l'on rencontre, c'est la situation de personnes qui développent des démences type Alzheimer, qui peuvent effectivement obtenir l'euthanasie dans le cadre d'une demande actuelle. C'est-à-dire, je suis atteinte de la maladie d'Alzheimer, j'ai suffisamment de moments de lucidité, je demande l'euthanasie, comme Hugo Claus. Mais en revanche, si je passe de l'autre côté du miroir, que je suis encore présente, mais non plus consciente de qui je suis, que je traite, par exemple, mon frère comme mon mari, que sais-je, que je ne reconnais plus les miens, eh bien, c'est une situation dans laquelle la déclaration anticipée d'euthanasie ne peut jouer. Parce que je ne suis pas encore totalement inconsciente de telle façon que je continue à déambuler, etc., même si je ne réponds plus beaucoup aux stimuli extérieurs, etc. Mais voilà, je suis encore là. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est que l'on puisse obtenir une déclaration anticipée modulable, c'est-à-dire que je pourrais préciser que dans l'hypothèse où je développerais une démence, l'euthanasie soit pratiquée dans tel contexte. D'accord. Par exemple, le jour où je ne reconnais plus les miens ou éventuellement... Selon mes limites à moi que j'aurais écrites sur mon document. Que j'aurais fixé. Avant, d'accord. Et donc, si on reprend les termes de la loi, on est parfaitement dans le cadre des conditions principielles, c'est-à-dire la demande, elle est là, elle est antérieure, mais c'est ma demande, ce n'est pas la demande de quelqu'un d'autre. Je suis atteinte d'une affection grave et incurable qui me cause des souffrances. Et voilà, je dirais pas, et voilà, c'est tout simple. Ce n'est pas simple, parce que de toute façon, ce geste que l'on demande au médecin n'est jamais un geste simple, banal. Mais en tout cas, si l'on pouvait ouvrir cette possibilité, la chose est possible aux Pays-Bas. Et il n'y a pas, je dirais, une explosion de cas similaires, certainement pas, parce qu'il y a à chaque fois l'examen de la demande spécifique, de la demande de Madame X ou de Monsieur Y, et non pas, je dirais, une réponse générale que l'on donnerait à ce type de situation.
Jonathan Denis, c'est évidemment ce qu'en France, vous aimeriez atteindre également. Oui, maintenant je crois qu'en France, il y a une loi. Vous savez, dans ce cas, le vote de la Convention citoyenne, on n'a pratiquement pas parlé finalement de l'aide active à mourir. En France, on s'est concentré sur les mineurs, en oubliant que notre loi de 2016 concernait à la fois les majeurs et les mineurs. Ça, on l'oublie souvent. Moi, je ne crois pas que les parlementaires demain en France voteront une loi si c'est ouvert aux mineurs. Je crois que voilà, ça c'est des limites qu'on a à l'Assemblée nationale. On sait qu'il y a une majorité, mais on connaît aussi les limites de nos parlementaires. Quand la Convention citoyenne m'avait interrogé sur le cas des mineurs, j'avais donné ma réponse personnelle, qui était pour une ouverture, exactement comme ça a été vu en Belgique. Maintenant, à l'ADMD France, le texte que nous avons fait voter auprès de nos adhérents en 2018 parle de personnes capables selon le Code civil, c'est-à-dire les personnes majeures ou mineurs émancipés de plus de 16 ans. Donc je m'en réfère au texte que nous avons fait voter par les adhérents. Ma position personnelle est un peu différente, mais voilà, nous sommes une association de 76 000 adhérents, donc évidemment tout le monde ne va pas penser la même chose là-dessus. Si je peux faire le parallèle, nous n'aurions pas non plus pu obtenir une loi en 2002 si on avait d'emblée inclus les mineurs. Et il faut y aller petit oui, pas par mais pas petit aussi lentement que la France. Je dirais que là, de passer du laisser mourir au faire dormir, c'est un peu lent, quoi. Mais cela étant, il faut déjà, je dirais, avoir une certaine expérience en matière d'euthanasie pour les adultes pour pouvoir aborder cette question très délicate de l'euthanasie des mineurs. Et si la possibilité existe en Belgique, on peut heureusement constater qu'on n'a eu que 4 cas depuis 2014. Parce que ce n'est pas l'euthanasie qui pose problème. C'est le problème d'enfants qui sont atteints d'affections graves et incurables, qui ne deviendront jamais des adultes. C'est là le problème. Quelle est votre position quand vous regardez le monde ? Est-ce que vous pensez que les avancées sont là et seront là demain ? Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que justement ces dernières années on voit quand même une progression des groupes plus religieux, plus fondamentalistes ? Et est-ce que ces combats-là sont un peu les combats importants de demain aussi ? Oui, alors en France on voit la montée des groupes effectivement religieux, intégristes. On les a vus lors de l'affaire Vincent Lambert, qui était une autre affaire reliée aussi en médiatique Belgique, évidemment. en France. Donc on les voit bien et puis on voit qu'ils commencent à se mettre en place puisque quand une convention citoyenne s'exprime comme l'ensemble des Français à une majorité pour ouvrir ce droit en France, automatiquement ça va raviver d'autres méandres que nous avons pu connaître il y a quelques années sur d'autres avancées sociétales. Mais on avance petit pas par petit pas. En France, Jacqueline le dit très bien, on met beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Et tout ce temps perdu, ce sont des Français qui vont partir à l'étranger. Ce sont des Français qui ne vont pas se sentir accompagnés comme ils le désirent en France. Donc j'espère que tous ces petits pas, on va franchir une grande haie d'ici la fin de l'année pour enfin arriver à une loi. Et on regarde en France tout ce qui se passe à l'étranger. Je pense que maintenant, on a assez de recul. On a un recul de 20 ans sur la Belgique. Là, on a une ministre qui va un peu dans tous les pays qui ont avancé sur cette question pour voir les différents modèles. Donc je pense qu'on pourra vraiment poser tout ce qu'il faut dans notre pays prochainement pour avancer. Ce qui est dangereux, Jacqueline Herremans, c'est évidemment tous ces groupes ou tous ces contres qui déguisent derrière des belles images scientifiques comme l'Institut européen de bioéthique et se masquent derrière des pseudo-connaissances scientifiques. Et ceux-là sont assez dangereux, j'imagine. Effectivement. Et je pense également à cette affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme qui, en fait, a vu une association dont le siège est situé à Vienne soutenir le requérant, qui est un Belge qui n'avait pas accepté l'euthanasie de sa mère et qui est parti en bataille contre le cas spécifique, contre le médecin qui avait pratiqué cette euthanasie et contre la loi belge. Il a fallu une association étrangère, ADF International, pour venir appuyer la requête donc, de Tom Mortier. Le résultat, ce n'est pas celui qu'ils espéraient, bien entendu. Le résultat est que la Cour européenne des droits de l'homme a validé dans les grandes lignes les principes de la loi ainsi que le cas spécifique qui avait été soumis à cette Cour. Donc, il faut se dire
qu'on aura encore des soubresauts de cette nature, c'est-à-dire des actions judiciaires. On le perçoit également en Belgique. À certains moments, nous nous retrouvons avec des tentatives d'intimidation de médecins qui ont marqué leur accord pour poser l'acte d'euthanasie et qui reçoivent des mises en demeure en disant « surtout, ne posez pas cet acte. Si vous posez cet acte, plainte sera déposée pour meurtre par empoisonnement. » Mise en demeure donc totalement illégale. C'est-à-dire que la mise en demeure en soi, je ne pourrais pas dire qu'elle est illégale, mais de toute façon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a donc des pressions extérieures qui se font pour empêcher que des médecins pratiquent des euthanasies. Il faut du courage pour être médecin aussi en pratiquant l'euthanasie. Un médecin m'a adressé la copie d'une lettre qu'il vient de recevoir où on le traite de meurtrier, et bien entendu, puisque lui assassine des personnes, eh bien, sa famille, on va pouvoir également passer au meurtre de sa famille, de ses enfants, de sa femme, de lui. Voilà, des discours qu'on entend aussi avec les combats pour, contre l'IVG, qui feront évidemment l'objet, qui pourraient faire l'objet d'un autre débat, d'une autre émission. On arrive au terme de celle-ci. Je vous remercie beaucoup, Jonathan Denis, d'avoir été là. Et puis en Belgique, venez quand vous voulez. Et merci à la Belgique. Et voilà, beaucoup d'échanges avec donc l'ADMD France. Merci Jacqueline Hermance de nous avoir ouvert encore un peu les yeux et de remettre chaque fois sur l'ouvrage votre travail. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci à vous, auditeurs, d'avoir choisi de nous écouter. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Bonsoir à tous.